Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup la dernière vidéo c'était sur le cheptel au sein de la ferme. Et donc comme convenu, aujourd'hui je vais vous parler des cultures. Alors c'est une vidéo qui est un peu longue, je pensais pas avoir enregistré autant de vidéos, mais je pense qu'elle vous sera très intéressante. Du coup la vidéo va se diviser en plusieurs parties. Du coup je vais vous rappeler un peu tous les épisodes de mise en place des cultures. Donc au début vous verrez un peu comment on remplit les camions pour aller semer, pour aller après apporter les camions de semences dans les champs. Après il y aura aussi des épisodes sur les semis, il y aura également des épisodes sur l'analyse des cultures après quelques jours. Je me mets également dans le tracteur pour vous montrer un peu comment c'est de l'intérieur. Je vous parlerai également de la partie désherbage des cultures. Et puis à la fin on fera le point un peu sur tous les semis et sur les prochaines étapes à venir. Il faut que j'arrête de parler parce que les moissons vont déjà arriver. Tout va extrêmement très vite. Allez, à plus, bonne vidéo et on se retrouve bientôt. Du coup là on se retrouve, on est en train de faire le plein des camions. Donc on remplit les camions de semences. Donc là ici c'est comme ça, non c'est ici. Ici du coup c'est les semences de blé fermière. Donc pas de traitement, en fait c'est du blé de l'année dernière qui est récupéré, qui ressème. Donc voilà. Et d'ailleurs après là-bas les autres silos, c'est là on avait des engrais, des pois. Enfin du coup toutes les semences sont stockées en silo. Ici il n'y a pas de sac ou pas de big bag. On stocke tout en silo et après on met tout dans les camions pour remplir le semoir. Aujourd'hui on est le vendredi 27 mai, on est toujours en train de réaliser les semis. On avait commencé le 6 mai du coup avec les pois, si vous vous souvenez bien. Et du coup là je suis actuellement dans un champ de maïs, parce que donc on a fait des semis de pois. On est en train de semer du maïs. Et on a également semé le blé. Donc voilà, et il reste encore à semer le tournesol. On n'a pas encore commencé, on devrait commencer la semaine prochaine. Ils annoncent de la pluie ce week-end. Donc voilà. Le blé a été fini de semer cette semaine. Et du coup, là, on finit dans les champs à semer du maïs. Donc nous, du coup, avec Lucas, on a vraiment été là pour alimenter le semoir à blé et à maïs, que du coup, le père de Lorraine est venu semer. Donc nous, avec les camions et les pick-up, on a fait les rotations pour assurer l'approvisionnement des semoirs. Et ce soir, c'est un peu séance apprentissage. Je pense qu'après on sera amené à conduire le semoir pour le tournesol. Bon du coup comme vous pouvez voir, Lorraine est en train de semer le maïs. Donc il sème également le maïs en direct. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas le sol. Il vient juste ouvrir un sillon, il dépose la graine et le sol est refermé. Il ne dépose pas que la graine, il dépose aussi des fertilisants liquides. Donc de l'azote et également des oligoéléments pour venir enrichir l'alimentation pour le maïs et pour lui apporter tous les éléments nécessaires pour favoriser le démarrage. Et sinon, ce que je voudrais vous dire, c'est ce qui me plaît beaucoup chez Lorraine, c'est qu'il n'a pas forcément le dernier tracteur, le dernier semoir, mais par contre, il travaille en toute performance, c'est-à-dire qu'il a un semoir en semi-direct, où en fait, il signe sa volonté de semer et de pratiquer de conservation des sols. Il utilise tout ce qui est GPS, avec notamment la coupe de tronçon, mais également avec son GPS, il peut également contrôler la quantité d'azote et la quantité de semences qu'il va apporter à l'hectare. Donc en fait, c'est différents algorithmes qui calculent tout ça, mais où en fait dans les zones où le sol a un meilleur potentiel, il va venir semer plus fort et il va également apporter plus d'engrais, parce qu'il y aura un potentiel de rendement plus important, mais également à l'inverse, dans les endroits où le sol est plus pauvre, où il y a moins de profondeur de sol, il va moins intensifier la production, il va, enfin du moins du coup, réduire la quantité à l'hectare de semences et d'engrais pour favoriser le bon développement des cultures et également faire des économies. Ça sert à rien de venir apporter trop si le sol n'est pas en capacité de pouvoir produire plus. Ça c'est un débat assez compliqué, que ça arrive en France également, mais cette question de est-ce que si on sème moins dans les zones moins importantes, on peut aussi se dire que le sol va jamais évoluer du coup, parce que si on apporte
si on favorise moins le développement des cultures, du coup après les cultures elles vont laisser moins de résidus, donc le sol n'a pas évolué. Enfin c'est une question assez complexe, mais du coup lui Lorraine il pratique comme ça. Et également, là, cette année, les prix des engrais ont fortement augmenté, comme en France, comme partout dans le monde. Et du coup, il fait vraiment attention à ça, il apporte vraiment les engrais, il calcule vraiment où est-ce qu'il apporte plus ses engrais qu'à d'autres endroits. Donc voilà un peu les informations du soir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines informations sur d'autres semoirs ou je ne sais quoi. Allez, à plus. Du coup là aujourd'hui je suis à 20 jours après les semis des pois. Je vous mets quelques photos. C'est plutôt bien réussi, hein, c'est même très bien réussi. Vous pouvez voir sur les photos, on voit bien les petits chevelus racinaires. Donc c'est ce dont je vous avais parlé avec les bactéries. Et donc comme ça en fait les racines vont pouvoir mieux capter les oligoéléments, l'eau, et on va pouvoir plus rapidement aller dans les profondeurs du sol pour capter tous les éléments nutritifs. Bon par contre je vois bien que là je suis arrivé aux États-Unis, faire un tour des parcelles c'est un peu du sport, hein. C'est pas comme chez nous, on y passe un peu de temps. Du coup en fait quand on parle d'érosion, c'est-à-dire la terre qui part, ça représente ça en fait, comme vous pouvez voir ici. Donc là en fait avec la pluie, le vent, je pense beaucoup la pluie, la terre est partie. Donc et encore du coup Lorraine ne travaille pas les sols, hein, il fait tout pour préserver les sols. Après je pense que ce phénomène a eu lieu cet hiver, là où en fait il a vécu les pailles mortes de la culture précédente, du coup du blé, et il n'avait pas implanté de couvert. C'est difficile d'implanter des couverts avec la neige, et du coup s'il a eu un couvert vivant, je pense, enfin je suis pas sûr, hein, mais avec un couvert les racines auraient été plus importantes, il y aurait eu un pivot avec certains types de cultures, type févrole. Je ne sais pas si vous faites culture ici, il faudra que je me renseigne. Et avec de la févrole, je me reprends, avec de la févrole du coup le pied aurait été plus costaud, le racinement aurait été plus important et du coup les racines auraient retenu le sol. Et également un autre phénomène qui permet d'éviter l'érosion, c'est les haies. Ça permet de limiter l'érosion, mais bon, ici il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'haies. Les arbres qu'on a pu voir, c'est souvent des arbres qui ont été plantés. Naturellement, les arbres n'ont pas poussé ici. Et c'est extrêmement dur avec les hivers et le vent qu'il y a. Et voilà, on se retrouve. Me voici dans le tracteur. Je peux travailler sans les mains. C'est pratique les nouvelles technologies. Et du coup, là, je suis dans le tracteur. On est en train de passer les disques. Quand on travaille le sol sur juste quelques millimètres. Parce qu'en fait, on a eu beaucoup d'eau là récemment et c'est une terre vraiment argileuse et du coup si on vient travailler avec le semi-direct on risque de faire du mauvais travail, c'est-à-dire que ça va rester collé à l'élément semeur et donc on va mal semer. Donc là on travaille juste sur quelques centimètres, demain il annonce du vent et du soleil et après on pourra semer parce qu'après ce week-end ils annoncent encore de l'eau, enfin début de semaine, dimanche, là on est vendredi. Donc voilà. Et donc moi là en fait j'ai rien à faire. Non, je vous assure, j'ai rien à faire. Bon si tout de même j'ai quand même un peu de travail à faire. C'est de la surveillance. Et au bout du champ je dois juste trouver le tracteur. Parce qu'en fait sinon c'est le GPS, l'écran qui est ici, qui en fait pilote le tracteur. C'est-à-dire que le GPS il est relié au satellite. Et pour optimiser le travail de l'outil doit faire 12 ou 13 mètres que je mesure. Et du coup je travaille là à 2-3 cm, 1-2-3 cm de précision. Et en fait c'est pour avoir optimisé l'outil et éviter de passer 2 fois au même endroit ou de laisser une borne entre les passages. Donc ça permet d'optimiser le travail. Donc voilà, donc le GPS est relié au satellite et il pilote le volant du tracteur. Voilà. Alors cette technologie-là, elle est arrivée en France, hein, ça fait longtemps qu'elle est arrivée, maintenant ça peut peut-être faire 5 ou 10 ans. Elle commence vraiment à se démocratiser. Là ici aux États-Unis, tous les agriculteurs ils l'ont. Ils n'ont pas le choix parce que vu comment les tracteurs ils sont, enfin vu comment les équipements ils sont très larges, c'est vraiment très difficile de voir où est-ce qu'on met précisément l'outil. Donc au moins avec le GPS, on optimise tout ça.
là ici, là j'arrive au bout de la parcelle, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là on peut voir avec les petites lumières vertes, donc c'est tout bon, là je suis dans les... Le tracteur est dans la bonne position, donc là j'arrive au bout de la parcelle, donc je commence à ralentir pour pouvoir tourner par la suite. Donc là je suis toujours sous contrôle du GPS. Donc voilà. Là du coup je reprends la main, donc je tourne le volant. Le GPS il arrête de travailler. En même temps je lève mon outil. Hop. Donc là je tourne. Je me remets dans une nouvelle position. Donc là après l'objectif c'est de retrouver le signal du GPS et se remettre dans le bon alignement. Tac. Là, du coup c'est bon, j'ai déclenché le bouton vert. Le GPS il m'a retrouvé. Derrière je peux rebaisser mon outil. Et voilà. Je remets de l'accélération. Et voilà, c'est bon, c'est reparti. J'ai plus qu'à aller au bout du champ. Et du coup, la parcelle où je suis, elle doit faire quelque chose comme 90 hectares. Eux, ils n'ont pas l'humidité, c'est les acres. Pour les acres, c'est 3 fois moins qu'un hectare. Si je ne me trompe pas. Et donc, ouais, la parcelle doit faire 80-90 hectares. Mais là, je travaille que la moitié de la parcelle. L'autre moitié est vraiment plus saine, plus sèche. Donc voilà. Je pense que je suis occupé pour quelques heures. Parce que là, ouais, c'est vraiment des grandes longueurs. La longueur, je sais pas, peut-être aller 500-600 mètres, hein, facilement. Ouais, c'est ça. 500-600 mètres, et encore, c'est vraiment pas le plus long. Là, on travaille dans l'autre sens. Si j'en travaille dans le sens où on va semer, ça va faire facilement 1 km, 1 km 2, 3. Ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est des grandes longueurs. Et du coup, ouais, ce que je me rends compte, c'est que les tracteurs autonomes qui développent aux États-Unis, et notamment la marque CAS, je crois, avec Autonomous Tractor, c'est-à-dire en fait les tracteurs qui travaillent tout seuls dans le champ, on les met dans le champ et après ils se débrouillent tout seuls. Et du coup, quand je vois la grandeur des champs et le peu de travail qu'au final on a à faire, hormis tourner au bout du champ et surveiller, mais bon, maintenant avec les robots, on peut avoir cette compétence-là qui permet de faire avancer un tracteur et en même temps d'avoir des capteurs, des sondes pour contrôler tout l'équipement. Enfin, je me dis en fait c'est totalement cohérent que les États-Unis développent cette solution-là parce que quand je vois la taille des champs, c'est sûr que c'est inévitable. Alors chez nous en France, je sais pas trop si ce serait rentable. Je pense que si, dans certaines régions, au vu des grandes surfaces. Après, dans les régions bocagères, je pense que les agriculteurs devront peut-être être à plusieurs pour acheter ce tracteur. Mais bon, pour l'instant, ça coûte trop cher. C'est pas encore démocratisé, mais une fois que ça va être démocratisé, je pense que ce sera la meilleure des solutions. Hein. Il y a moins en moins de personnes qui travaillent dans le milieu agricole, et en même temps ça va simplifier la tâche, hein. Simplifier la tâche, ça a beaucoup moins de contraintes, beaucoup moins de contraintes horaires, et ça simplifie beaucoup de choses. Et pendant ce temps, l'agriculteur peut manager sa ferme, peut prendre des bonnes décisions, peut bien surveiller ses cultures, l'évolution, et voilà, je pense que ça ne peut apporter que du plus. Alors c'est sûr, quand on voit, même ici aux États-Unis, j'ai vu des fois des chevaux qui travaillent dans les champs, c'est du jardinage, mais c'est sûr que l'agriculture, elle évolue très vite, hein, les nouvelles technologies, l'agronomie, ainsi de suite. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un métier qui est vraiment passionnant, parce que bon, on a du vivant et en même temps on est toujours c'est un métier qui est toujours remis en question, toujours avec de l'évolution, donc c'est vraiment intéressant. Bon allez, je vous laisse, j'arrive au bout du champ. Mix 105.7. This is Matt Crowder live at the gas station on 41st Street, reporting on those skyrocketing gas prices. Excuse me, miss. Donc là, comme vous pouvez voir, Lorraine il part traiter, donc avec le pulvérisateur. Et d'ailleurs, en fait, c'est le camion qui approvisionne le pulvé. Donc
là, bien évidemment, je peux pas être juste à côté pour vous montrer comment il fonctionne le pulvé, parce que du coup, c'est des produits chimiques. Et donc, il faut faire attention avec tout ça, il faut prendre ses distances. La cabine, par exemple, elle est sous filtre à charbon pour éviter que Lorraine respire les produits. Donc voilà, et ici, en fait, les champs sont tellement loin qu'en fait, on déplace un camion dans les parcelles où en fait Lorraine traite. Parce qu'en fait, il n'a pas assez de réservoir, enfin, il n'a pas assez de place dans son réservoir, dans son pulvé, pour pouvoir faire un champ en entier, et ça évite de faire des allers-retours. Donc voilà, c'est la première fois que je vois ça. En fait, on remplit le pulvé avec les camions. Et du coup, là, en fait, que je vous explique, donc là, en fait, c'est dans une parcelle de maïs. Enfin, du coup, derrière, c'était en maïs. Et donc là, en fait, Lorraine, il a besoin de venir passer un herbicide pour tuer toutes les repousses d'herbe et pour en fait semer après le tournesol, parce qu'en fait vu qu'on ne travaille pas les sols, on peut pas par exemple passer des outils à dents qui eux vont venir du coup casser les adventices, les mauvaises herbes, mais en même temps ça va venir travailler le sol, et donc après quand on fait les phénomènes d'érosion, ça poserait problème. Et aussi quand on travaille les sols, on peut également déclencher la germination des graines qui sont dans le sol. Donc voilà, donc en fait avec la conservation des sols, on ne travaille pas le sol, mais du coup on est obligé d'utiliser des produits chimiques. Après voilà, hein, c'est utiliser en toute bonne conscience la bonne dose pour venir tuer ces mauvaises herbes. Ah, et ici du coup en fait, si je vous parle un peu des impacts de l'herbicide tel que le glyphosate, c'est-à-dire qu'en fait cet herbicide là, au niveau de la vie des sols, si je prends exemple des vers de terre, quand en fait on applique cet herbicide là, alors oui, les vers de terre du coup ils vont éliminer tous leurs excréments rapidement en fait. Quand on voit les courbes d'analyse microbiologique, on peut voir qu'il y a un fort dégagement du coup des excréments des vers de terre dans quelques heures après l'application du produit. Ça va avoir un impact justement, en fait ça va tuer certains vers de terre, mais pas tous les éliminer, et après on retrouve des situations normales quelques jours après. Donc c'est sûr, hein, il ne faut pas se cacher, les produits phyto, ça a un impact négatif sur l'environnement, mais bon, il faut savoir trouver des compromis pour assurer tous les différents paramètres, parce que l'agriculture prend en compte plein de paramètres, et c'est tout un équilibre à trouver. Si je reprends l'exemple des vers de terre, après on retrouve une vie normale des vers de terre, et ils reviennent, ils se reproduisent très, très rapidement, donc voilà. En espérant qu'on puisse trouver prochainement une solution qui permette d'éliminer ces mauvaises herbes en se passant des produits phyto. Je vois que maintenant il y a des robots qui peuvent également le faire. Grâce à des rayons, ils peuvent éliminer les mauvaises herbes. Alors après, ça se trouve, je pense également que les rayons auront un impact peut-être sur la vie des sols aussi. C'est également plein de choses qu'il faut prendre en compte. Mais bon, aujourd'hui, cette solution, elle est que utilisée en maraîchage. C'est pas du tout adapté encore aux grandes cultures. Le débit de chantier, l'efficacité de chantier est beaucoup trop faible. Là du coup on se retrouve, je suis arrivé du coup chez le fournisseur de couverts végétaux et de prairies. Du coup le nom c'est Dakota Cover Crop Forage. Donc en fait c'est une entreprise qui est spécialisée que dans le commerce de couverts végétaux et de prairies. Et c'est comme ici, une entreprise qui est spécialisée dans les produits chimiques. Enfin, en fait tout est vraiment au détail, chaque entreprise a sa spécialité. Donc voilà, et du coup là je vous montre mon chargement, donc je ramène 5 palettes, donc avec une petite remorque. Et le pick-up. Voilà, maintenant on commence à s'habituer, mais bon, il fallait bien quand même que je vous partage ça. Mon petit chargement. Donc voilà, et puis si, pendant ce temps, je profite de vous montrer les pick-up que je peux voir régulièrement au quotidien. Là, le parking, c'est que des pick-up. Hein. D'ailleurs, lui, il est un peu malade. Il est peut-être crevé. Bon, allez, on se retrouve bientôt dans les champs et je vous parle un peu des couverts végétaux. Bon, du coup là on arrive à la fin des semis. C'est vrai que du coup là on est le 2 juillet. Normalement à cette époque de l'année ils ont fini de faire les semis. Mais en fait avec la pluie qu'on a eu, on a eu beaucoup de pluie. Il y a eu beaucoup de retard. Enfin au début il y a eu beaucoup de neige. Donc le début des semis ont été retardés. Après on a eu vraiment beaucoup de pluie, on a été arrêtés. Et donc là on arrive à la fin des semis. Donc là on est en train de semer des couverts végétaux.
dans les champs où en fait on n'a pas semé de culture. Dans les rotations en fait des fois tous les 5-6 ans ouais, dans certains champs il y a implanté des couverts qui eux vont avoir pour but de nourrir les sols, de ramener un peu de matière organique. Bon et du coup, vous voulez monter dans le tracteur? Allez, je vous emmène, on va avec Ron, le papa de Lorraine, qui va vous expliquer un peu comment fonctionne le tracteur. Bon du coup là on se retrouve, je suis dans le tracteur donc, qui sème. Donc en fait sur la ferme il ne sert qu'à ça. Du coup il sert à tirer le semoir. Et donc là du coup je suis avec Ron, donc, qui est le papa de Lorraine, mon patron. Et du coup c'est lui qui sème presque toutes les cultures. Donc voilà, donc je vais échanger avec lui pour il va vous présenter du coup le tracteur et son fonctionnement. Hi Ron. Hello. Can you talk about the tractor and also the GPS? Yeah, what is your presentation about Okay, well, we've been using GPS on our farm for many years. It started out with kind of primitive things that actually like the wheel against your steering wheel, but now all the newer tractors are wired for it, so it's much nicer, and it takes a lot of stress out of farming, letting the tractor do the thinking. Yeah. Yes, now your job is just turn the tractor at the end and at the beginning of the field, and after you stay like this, the well turn alone. Yes, I can sit in here and eat breakfast, lunch. I used to watch TV. Yeah. Maybe yeah, you can put it in the TV. Yeah, I can. Yeah. Okay. Oh, really? Yes, I'm TV up there watching shows. Okay. Maybe today the Tour de France start in France. Maybe you can start to see the Tour de France. Maybe. Anything. Yeah. Okay. And yes, after Lorraine have some screen to check every part of the seeder to be sure if there are nothing problem. And also you have some information about the oil consumption of oil and something like this. Yeah, very good tractor. On arrive à la fin du champ, du coup là on va tourner le volant, je vous montre ça, la manipulation. We're getting to the end of the field now, so it beeps, so if you're sleeping, you have to wake up. Or else you might go into your neighbor's field and you would not be happy about that. Yeah. Here comes another guy. Yeah. It's like there. Yeah. In the same time we can see the other tractor behind. Yeah, too busy. No, you just press a button and the tractor takes over. Yeah. Put the seeder down and it's okay. How many times we need to go in the hand of the field? how many times? Oh, I'd say about 30. 30 minutes? Oh, No. to the end of the field. Yeah. Okay, I don't know, it's maybe 10 minutes. 10 minutes, yeah. Yeah, maybe 10 minutes. And how many miles? Oh, it's about 3/4 of a mile, about 4,000 feet. Okay, yeah. I think it's 1.2 kilometers to go at the end of the field. It's crazy. Okay. And how many horsepower the tractor have? I don't know. I'd have to look it up. Okay, maybe yeah, 200. Oh no, I think it's more like Oh yeah, 400. 400. Yeah, 400. Okay, yeah. And behind the seeder, how many meters? It's 36. 36 inch. Okay. Oh, I need to convert in meters, but I do this after. Okay, yeah. It's a very big equipment. And how many hours you say before? 12 hours you need to finish this field?
8? Okay, 8 hours. Okay, it's very crazy over here. Everything is big. Et ici, du coup, pour montrer un peu quand même le tracteur, du coup, le tracteur, je me suis renseigné, c'est un tracteur qui fait environ 400 chevaux. Il est quand même vraiment très impressionnant. Pour vous rendre compte, moi je mesure 2 mètres environ, 1m98 pour être précis. Les roues elles font ma taille, je suis un tout petit peu plus grand que les roues. Mais bon, et puis à côté le tracteur, voilà quoi, il est vraiment très très grand. Pour vous rendre compte, à côté là c'est un tracteur de 80-90 chevaux. Ouais, beaucoup plus petit, c'est pas les mêmes calibres quoi. Ah si, il faut que je vous parle d'une spécificité ici aux États-Unis. C'est les Américains, les farmers, les agriculteurs, ils ont l'habitude de laisser le matériel à l'entrée des champs quand ils ont fini les champs, avant de débuter une nouvelle parcelle. Ici c'est vraiment commun de voir des tracteurs à l'entrée des parcelles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup là en fait la parcelle on l'a fini il y a 3 semaines de ça. Et donc en fait, on a notre tracteur avec le semoir qui reste ici depuis 3 semaines. Donc là en fait, non, c'est pas du tout un problème. J'ai vraiment l'habitude de faire ça. Et plus le temps passe, et plus en fait je me dis que c'est comme dans Farming quoi. Je sais pas si vous connaissez le jeu, Farming Simulator. J'ai très peu joué, mais du si peu que j'ai vu, c'est comme dans Farming quoi. Au niveau organisation, au niveau fonctionnement de la ferme. Donc je pense que c'est plus Farming qui s'est inspiré des Américains que les Américains, les farmers qui sont inspirés de Farming. Bon, et sinon là je suis dans la faucheuse. En ce moment en fait c'est la période des foins, mais du coup je vous parlerai des foins pour la prochaine vidéo. On va pas tout parler en même temps, donc je me laisse un peu de grain à moudre pour les prochaines vidéos. Allez, à plus! Bon bah on se retrouve, aujourd'hui du coup on est le 24 juillet et je suis avec Traduchamp de blé. Je pense que dans un mois ce champ sera battu, on aura récolté le blé. Du coup on est le 24 juillet et le blé a été semé, ce champ si je me souviens bien, fin mai début juin. Donc franchement c'est vraiment bluffant. Le blé n'a que 2 mois et vous voyez le développement qu'il a eu. Là les épis sont déjà sortis hein. On n'est plus qu'à 3 semaines, un mois de la récolte du blé. C'est franchement impressionnant. Bon, je pense qu'il y aura moins de rendement qu'un blé d'hiver qui, lui, va rester sur plusieurs mois. Mais quand même, hein, on va pas être si loin. Je suis impatient de savoir quel rendement on va avoir. Et ouais, parce que du coup, il va y avoir que 3 mois, environ 3 mois de végétation. On a une très belle culture. Et bon, on pourrait croire que c'est du blé OGM, mais non, c'est pas du blé OGM. Hein. C'est de la semence fermière qui vient d'une lignée enfin, ça a été travaillé, ça a été sélectionné pour avoir des variétés de blé qui puissent avoir un développement aussi rapide. Hein. C'est un travail de sélection. Et donc après, ouais, c'est de la semence fermière. Et ouais, si du coup que je vous parle un peu du blé, du coup, il est vraiment magnifique cette année. Comme vous pouvez voir, il est bien vert, il est bien régulier. Les épis sont bien remplis. Donc on est, je pense, sur une très bonne année. Ils sont vraiment contents ici. On a eu beaucoup d'eau, enfin plus que les autres années. On a de l'eau, du beau temps, de la chaleur. Donc c'est les conditions idéales pour toutes les cultures. Donc ouais, on part sur un bon potentiel de récolte. Mais bon, en agriculture, on a l'habitude de dire que tant que la récolte n'est pas dans la remorque, on peut pas se féliciter. Parce que
On peut prendre un orage ou de la grêle par exemple la veille de la récolte et tout est perdu. Donc il faut toujours rester humble et attendre que les céréales soient dans le remorque pour pouvoir dire si c'était une bonne année ou pas. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment un gros potentiel cette année. Et voilà, bon, on verra bien, à suivre. Et sinon, ouais, je voulais parler également d'un autre point, en ce qui concerne la réglementation un peu aux États-Unis sur les cultures. Et donc en fait, aux États-Unis, ils n'ont pas besoin d'informer l'État, le gouvernement, sur leurs pratiques qu'ils ont au niveau des cultures, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre ce qu'ils souhaitent, la quantité qu'ils souhaitent en ce qui concerne du coup les engrais. Donc ils peuvent apporter le nombre d'unités d'engrais qu'ils le souhaitent, mais également c'est la même chose pour les produits phyto, ils peuvent mettre les produits phyto qu'ils veulent dans la quantité qu'ils veulent. C'est un peu fou d'entendre ça. En France on est habitué, et en Europe on est habitué avec toute notre réglementation. Mais bon, après quand on discute avec Lorraine, ils font pas non plus n'importe quoi. Hein. Au final, quand je regardais là, les quantités de glyphosate qu'ils peuvent appliquer, on a environ même quantité qu'on peut pratiquer chez nous. Hein. C'est le bon sens, c'est la bonne utilisation. Et du coup, ouais, ici, les agriculteurs ont vraiment une très très grande liberté. Quand l'autre jour, l'autre jour, on échangeait avec Lorraine par rapport à ce qui se passait aux Pays-Bas, qu'on peut voir en ce moment, là où toute la réglementation, le gouvernement hollandais veut changer toute la réglementation en ce qui concerne la fertilité et l'apport d'engrais dans les champs. Là ici ils sont bien loin de tout ça. Ils ont vraiment une très grande liberté là-dessus. Alors après bon, faut poser le pour et le contre de tout ça. Mais j'ai également vu les analyses de sol et elles sont très bonnes. Hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais la matière organique, c'est cru qu'elle aurait été moins bonne vu que il ne laissait pas de couvert l'hiver, vu que les sols étaient nus l'hiver et c'était que la neige. Mais au final, non, il y a un très bon taux de matière organique et il n'y a pas forcément de carence dans certains domaines. Donc c'est vraiment intéressant. Et sinon, un point que j'avais envie d'aborder avec vous, qui m'impressionne depuis le début, c'est les partenaires qui tournent autour de la ferme. Alors déjà, première chose que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis dans la ferme, il n'y a qu'une seule personne qui vient à la ferme, c'est le vétérinaire. Sinon, il n'y a personne qui vient à la ferme. Donc ça déjà, c'est un peu impressionnant. Et après, sinon, Lorraine est suivie par un agronome qui vient faire le tour des parcelles. Mais on ne le voit même pas, en fait. Il fait faire tout seul le tour des parcelles, et après, il envoie des comptes rendus. Parce qu'en fait, tout est tellement trop loin que ça prendrait du temps. Mine de rien, de se retrouver dans des parcelles, ainsi de suite. Donc tout est fait à distance. Et après, en ce qui concerne l'organisation de la ferme, dans la prise de décision, je trouve que Lorraine s'oriente beaucoup et se laisse beaucoup, pas guider, mais orienter par l'assurance. Je m'explique, en fait, c'est que l'assurance ici, elle indique à partir de quelle date les agriculteurs vont être couverts. Par exemple, si je me souviens bien, il fallait que le tournesol soit semé avant le 15 juin. Après ces dates-là, l'assurance allait moins couvrir. Et en fait, ici, tout est assuré, toutes les cultures sont assurées. Parce qu'ils ont vraiment l'habitude d'avoir des gros aléas climatiques, des fortes pluies, des fortes sécheresses, et donc ils sont obligés de toujours tout assurer. Et donc en fait, ils dictent un peu la plantation et la mise en place des cultures en fonction de l'assurance pour sécuriser au maximum leur production. Et bon, ça fait un peu aussi dire qu'en France, on voit bien que le climat est en train de changer, qu'on a de plus en plus d'aléas climatiques, des fortes années de sécheresse, comme cette année, ou des fois on a des gros épisodes de pluie. Et que c'est peut-être une solution qu'il va falloir qu'on mette de plus en plus en place en France, mais même si c'est déjà présent, d'assurer vraiment toutes les cultures pour sécuriser au maximum. Et si je reviens un peu aux partenaires qui gravitent toute la ferme, il y a beaucoup l'assurance qui parle, après du coup il y a un technicien agronome, et sinon après quelques entreprises où on va acheter les produits, mais je trouve qu'il y a beaucoup moins d'entreprises qui gravitent autour des fermes ici aux États-Unis. Ils sont vraiment beaucoup plus solitaires et ouais, une prise de décision qui peut être beaucoup plus autonome. Mais bon, après, ça, c'est un avis personnel. Si, je voulais rajouter un détail par rapport à l'assurance, j'y repense. C'est, oui, du coup, en fait, l'assurance permet de sécuriser un minimum de revenus. Ça dépend un peu comment on l'interprète. Mais ce qui est sûr, c'est que, bon, ça assurera pas le volume de production, la quantité par exemple, de blé qu'on peut perdre. Et donc bon, c'est pas l'assurance qui va résoudre le problème de la quantité des produits, mais l'assurance permet de sécuriser les entreprises agricoles des aléas climatiques.
Bon bah j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu apprécier un peu comment se fonctionne ici la mise en place des cultures et le fonctionnement. Et surtout moi en fait ce qui impressionne le plus c'est à la rapidité à laquelle les cultures se développent. Et en même temps c'est super comme ça, ils arrivent à produire en quantité malgré la neige l'hiver. Donc vraiment intéressant à découvrir. Et pour finir du coup sur une petite note d'humour, vu qu'en ce moment c'est départ en vacances, je vous partage une publicité typique américaine. Ne mettez pas n'importe quoi dans vos réservoirs pour l'essence. Allez, bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.